Le tronçon Banfora-Sendou, entièrement bitumé grâce au MCA Burkina, la nouvelle route a été inaugurée hier par le Premier ministre. Nous parlerons dans ce journal de protection civile avec un invité sur ce plateau. Il s'agit du directeur général de la protection civile, le colonel Lazare Yago, qui viendra nous entretenir de l'exercice de préparation et de réponse aux catastrophes. C'est le menu du Midi Magazine de ce samedi. Bienvenue à tous. Merci de votre attention et bon appétit si vous êtes à table. Ça y est, la route Banfora-Sendou est maintenant bitumée et dans la région, on n'est pas peu fiers de cette infrastructure qui s'est fait attendre. Longue de 50 km, elle est l'œuvre du Millennium Challenge Corporation à travers le Compact de Burkina, coût total 14 milliards de francs CFA. Elle a été inaugurée hier vendredi 11 juillet par le Premier ministre en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, Simplice Barro. Les populations des provinces de l'Ali Rabat et de la Komoye, sorties massivement pour la circonstance, ont toutes les raisons d'exprimer leur joie, car le bitumage de la route Banfora-Sendou constitue pour elles un véritable soulagement. Pour relier ces deux villes, la région des Cascades, centre de 50 km, il fallait à l'époque au minimum 2 heures de temps. Nous bénéficions vraiment de cette route-là qui soulage vraiment les populations de toute notre région. Et même que des frontières aussi, parce que nous sommes à la frontière du Mali et à la frontière de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça veut dire que nos produits désormais ne vont pas pourrir dans les champs, ça va sortir et vraiment les marchés seront fournis. Et voilà, vraiment, c'est la satisfaction de toute la population. Aujourd'hui, nous sommes à 30 minutes de Banfora. Sendou-Banfora, c'est comme 2 quartiers désormais. Le bitumage de la route Banfora-Sendou grâce au Millennium Challenge Corporation, MCC du gouvernement des États-Unis, est une bouffée d'oxygène pour les producteurs de la zone. Il permet également d'améliorer les conditions de vie des populations riveraines. C'est une immense satisfaction, non seulement pour la population de cette région de notre parti, particulièrement Sendou-Banfora, mais c'est pour tout le Burkina Faso. Parce que cette voie de communication non seulement permet de désenclaver cette grande zone de production agricole, mais aussi va donc permettre de faciliter la mobilité et la fluidité, donc la circulation dans cette région. Et je voudrais sincèrement, au nom du chef de l'État et de tout le gouvernement du Burkina Faso et de notre peuple, remercier le peuple américain pour cette importante contribution au développement de notre pays. Le volet désenclavement du compact burkinabé du Millennium Challenge Compte MCA, qui s'élève à plus de 90 milliards de francs CFA, vient appuyer les efforts du gouvernement burkinabé en matière de développement routier. À 20 jours de la fin du Millennium Challenge Compte au Burkina, c'est le satisfecit qui se dégage du côté de la partie américaine au regard de la réalisation de l'ensemble des projets identifiés en 2008. Je suis très satisfait du partenariat que nous avons eu. Je suis très satisfait de l'apport du gouvernement burkinabé, du peuple burkinabé, comme le Premier ministre a dit. La philosophie du compact, c'est que nous les Américains, nous faisons notre côté, le peuple burkinabé et leurs acteurs font leur côté. Et vraiment, ça c'est un exemple très fascinant de ce que nous avons accompli ensemble. Dans la mise en œuvre du compact Burkina, les régions des Cascades et des Hauts-Bassins ont reçu des investissements de près de 40 milliards de francs CFA à travers la mise en œuvre de différents projets de développement. Les banques et établissements financiers du Burkina Faso à la recherche d'un cadre d'application du droit qui réponde à leurs spécificités. Le forum sur les relations banque-justice apporte une piste de réponse à cela. Ce forum est une recommandation de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA, C. Sylvestre Da. Banquiers et magistrats autour d'une même table, le temps d'un forum. Un cadre clair est offert par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina pour des communications et des échanges autour de l'application du droit aux spécificités de la banque dans un contexte communautaire évolutif. Il faut dire que le droit, l'OHADA évolue, l'activité bancaire évolue. Nous avons assisté ces derniers temps à un accroissement du contentieux bancaire et surtout, nous avons de plus en plus des dossiers un peu plus complexes qui font que nous avons besoin que nos cadres soient en tout cas informés d'un certain nombre de changements au niveau donc de ces textes-là afin d'être plus efficaces.
Ce forum devrait permettre aux magistrats d'avoir une plus claire compréhension du particularisme bancaire et de la nécessité d'une information spécifique sur la réglementation de l'industrie bancaire. Les banquiers, eux, devraient pouvoir mieux appréhender les risques judiciaires dans l'exercice de leur métier. L'ambition est non seulement de parvenir à la réduction des risques liés à l'insécurité judiciaire, mais aussi d'aboutir à la création des bases pour les échanges entre banquiers et magistrats. Il était intéressant que les acteurs judiciaires, les animateurs de la justice, qui sont les magistrats, et les banques, comme je disais, qui sont des acteurs, qui sont des justiciables particuliers, s'asseyent afin qu'ils puissent partager les différentes préoccupations. Si entre la banque et puis l'institution judiciaire, il y a des problèmes, il va de soi que ça peut compromettre les investissements, étant donné que c'est les banques qui sont les pourvoyeurs de crédit. Les résultats de ce forum que les officiels, notamment les représentants du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la justice, garde des Sceaux, espèrent très enrichissants, vont être transmis aux plus hautes autorités des pays membres de l'UEMOA au bénéfice du secteur bancaire de toute la communauté. Parlons protection civile à présent. Ils sont 22 officiers qui, durant 5 mois, ont renforcé leurs compétences en matière de protection civile et qui sont désormais plus aptes à intervenir en toute sécurité en milieu périlleux. Avec un taux de réussite estimé à 100%, ils ont reçu leur certificat de fin de formation en qualité de chef de grade incendie. Voici la deuxième promotion de l'Institut supérieur d'études de protection civile dans une présentation de C. Sylvestre Da. Au nombre de 22, ces sapeurs-pompiers de 11 nationalités d'Afrique reçoivent leur certificat de formation en qualité de chef de grade incendie. 5 mois durant, ces officiers stagiaires ont bénéficié d'un renforcement des capacités dans la gestion des incendies, des inondations et des risques liés au transport des matières dangereuses. Au nom du gouvernement, nous souhaitons féliciter les enseignants, féliciter les encadreurs, la direction de l'école bien sûr, ainsi que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui apporte son appui opérationnel. C'est la deuxième promotion sortante de l'Institut supérieur de protection civile créé en 2013 et qui compte aujourd'hui 175 stagiaires provenant d'une vingtaine de pays d'Afrique. Nous sommes sortis de cette formation très outillés, que ce soit en connaissances théoriques et que les connaissances pratiques. Parce que cette formation nous permet aujourd'hui d'assurer en toute compétence, en toute sérénité, les missions de secours à victimes et également les missions de lutte contre les incendies. Avec loyauté et conscience professionnelle, cette promotion sortante a réaffirmé tout son engagement à sauver des vies partout où les besoins se feront sentir. Les journées écoles de protection civile, elles entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de protection civile. C'est une initiative du ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité pour dispenser des formations sur les techniques de secours d'urgence et de civisme à l'intention des jeunes. Les modules enseignés étant les techniques d'usage en cas d'incendie et d'accident de circulation. La deuxième édition de ces journées, c'était du 8 au 11 juillet dernier. Bouma Ernest Nebier. Du secours aux sinistrés d'inondation, aux victimes des accidents de circulation, d'incendie, autant de techniques inculquées à 725 jeunes volontaires de la ville de Ouagadougou à l'occasion des journées École de protection civile. Pour le professionnalisme avec lequel ils ont formé ces hommes et ils font preuve au niveau de la région du centre, particulièrement à Ouagadougou. C'est des jeunes qu'on réunit dans les quartiers, on les forme pour pouvoir appuyer les sapeurs-pompiers. Je pense que c'est très noble et pour moi c'est un sentiment de satisfaction. L'exercice que nous avons vu, vous savez, le gouverneur c'est le président du comité urgent de secours d'urgence. Ça veut dire pour moi c'est déjà important pour moi de voir un exercice comme ça, voir comment ça se déroule. Ces journées ont également permis aux sapeurs-pompiers de renforcer leur capacité de coordination avec les autres acteurs secouristes comme la Croix-Rouge sur le terrain. Nous avons appris à éteindre une bouteille de gaz enflammé. Voilà, souvent, vous savez, la panique fait qu'on court. Mais à partir de cette formation-là, on peut faire face maintenant à ces genres de situations. Si beaucoup de gens dans la population sont formés, avant que les secouristes n'arrivent, ils peuvent sauver beaucoup de vies humaines.
À l'occasion de cette journée, il a été initié également des séances de sensibilisation sur le secourisme dans les autres régions du Burkina, disposant des casernes de sapeurs-pompiers. Et nous parlons protection civile avec notre invité, le colonel Lazare Yago, directeur général de la protection civile. Bonjour, monsieur colonel Lazare Yago, excusez-moi. Bonjour, madame. Alors, vous êtes venu sur ce plateau nous parler de l'exercice de préparation et de réponse aux catastrophes. Mais bien avant, je voudrais que vous réagissiez sur cet élément, sur les journées écoles de protection civile. Quelles sont vos attentes de ces journées-là qui sont à leur 2e édition? En fait, ces journées-là ont pour but de former au fur et à mesure la population en matière de protection civile. Parce que nous tenons à mettre le citoyen au cœur même de la protection civile. Parce que vous comprenez bien que les pompiers ne pourront pas être partout, dans tous les villages, dans tous les endroits. Donc il est bon qu'on forme les populations afin qu'elles-mêmes puissent donc se prendre en charge lorsque, en tout cas, il y a un événement catastrophique. Okay. Alors, colonel, on parle ici d'un exercice pour tester les capacités opérationnelles du Burkina Faso en cas de catastrophe, de sinistre, d'épidémie. En quoi cela consiste exactement? Et avant de parler même de l'exercice proprement dit, je vais d'abord parler du projet que nous avons donc avec les États-Unis d'Amérique. C'est un important projet que la coopération américaine nous a donc offert et qui nous permet donc de renforcer donc nos capacités en matière de gestion donc des catastrophes. Ce projet-là a permis de mettre en place un certain nombre de plans. Et ces plans-là ont une forte connotation civilo-militaire, c'est-à-dire renforcer un peu la coopération entre l'armée et les civils, de manière à ce qu'en cas de catastrophe, l'armée puisse apporter un soutien efficient donc, aux autorités civiles en cas de catastrophe. Donc, après avoir donc mis en place ces plans-là, dans le cadre donc, du dit projet, il était quand même nécessaire de tester les plans, de voir un peu leur efficacité. Donc l'exercice de préparation et de réponse aux catastrophes que nous allons donc organiser du 14 au 18 juillet a pour but donc de mettre en œuvre ces plans-là et de voir effectivement s'ils sont efficaces ou pas. Et sur le terrain, comment cela va se passer concrètement quand vous parlez de tests? En réalité, ça sera quoi? En fait, c'est un exercice en salle. C'est-à-dire, on mettra en place donc l'organisation plan Orsec. Un plan Orsec, c'est les plans d'organisation des secours. Donc, au niveau national, donc, on mettra en place donc, ce dispositif-là. Et donc, on sera tous dans des salles. Ce ne sera pas sur le terrain, malheureusement. Ça viendra par la suite. On sera en salle et on aura un scénario qui va être déroulé sur un ordinateur. Chaque groupe concerné aura un ordinateur avec un scénario qui est déroulé. Et au fur et à mesure, chaque groupe donc, doit répondre, doit réagir comme si c'était en temps réel. En jouant son rôle, si cet événement-là, effectivement, arrivait réellement. Donc, ce sera par exemple un scénario autour d'une pandémie de type grippe, donc, qui pourrait, par exemple, commencer très loin de chez nous, en Asie, par exemple. Et au fur et à mesure, il va arriver au Burkina. Donc, depuis l'Asie, depuis que le virus est encore très loin, qu'est-ce que nous faisons? Comment on réagit? Comment on se prépare? À quoi on pense? À travers donc les différents plans que nous avons mis en place, chaque groupe va réfléchir à son rôle et jouer son rôle. Donc, au fur et à mesure, le virus, en tout cas la maladie, va arriver chez nous et même prendre de l'ampleur. Et à chaque fois, à chaque étape, chaque groupe doit donc jouer son rôle et répondre comme si c'était vraiment en temps réel. Alors si on prend le cas du virus Ebola qui actuellement défraie la chronique parce que c'est un cas d'urgence finalement, on suppose que si il y a une épidémie comme la fièvre Ebola qui arrive ici, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Le test peut être concluant, mais est-ce que sur le terrain, vous avez tous les dispositifs, tous les moyens logistiques, les vivres, les services? Est-ce que tout cela est actuellement prêt pour faire face à cela? Votre question est très pertinente, justement, parce que nous avons le virus Ebola qui sévit en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, et donc qui pourrait se rapprocher ou même arriver au Burkina. Et donc, dans ce cadre-là, et justement, l'exercice a pour but donc, de se préparer déjà à faire face à une telle crise.
Hein, on a dit autour d'une épidémie de grippe, mais ça peut aussi parfaitement s'adapter donc au virus Ebola. Donc l'exercice que nous faisons est aussi une manière de nous préparer donc, à répondre au virus Ebola au cas où il venait à arriver au Burkina Faso. Donc nous avons déjà pris des dispositions en ce qui concerne donc, le virus Ebola. D'autres voies plus autorisées pourront vous en parler. Mais nous, en ce qui nous concerne, au niveau de la protection civile, nous avons déjà eu des rencontres pour donc faire face à ce virus-là. Et des mesures ont été prises. Je peux dire par exemple que dans le cadre donc, des plans Orsec, nous avons donc lancé un avis de préalerte. Le ministre en charge de la protection civile a donc lancé un avis de préalerte en prenant un arrêté et en l'envoyant en tout cas aux services concernés, notamment les services de police, les services de gendarmerie, la douane, les frontières terrestres, les frontières aériennes et tout ça, de façon à ce qu'une vigilance plus accrue soit observée pour pouvoir donc faire face à cette situation. On ne peut pas dire qu'on a tous les moyens logistiques et tout ça, mais en tout cas, on se prépare, on réfléchit à la situation de façon à pouvoir être prêt au cas où on venait à être concerné par le virus Ebola. En plus du plan Orsec, vous avez parlé de ces 3 plans-là qui sont mis en place également avec le soutien de la coopération américaine. Et ce sont des plans qui parlent de coopération militaro-civile. Quelles pourraient être vos attentes des civils, surtout en cas de catastrophe? Comment est-ce que les civils pourraient réagir, intervenir en tout cas? Oui, comme je le disais tantôt, ces plans-là ont une forte connotation civilo-militaire, c'est-à-dire surtout renforcer la coopération entre l'armée et les autorités civiles en cas de catastrophe. Parce qu'on a constaté que l'armée a beaucoup de moyens, l'armée peut intervenir dans tous les domaines de la gestion des catastrophes et donc de plus en plus, en tout cas, l'accent est mis sur ce volet-là. Comment est-ce que l'armée peut aider à gérer les catastrophes, parce que de plus en plus on aura des catastrophes avec les changements climatiques, ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment très, très, très important. Et ce n'est pas le rôle premier de l'armée. L'armée a d'autres missions, mais en cas il peut arriver que les autorités civiles, bien qu'ayant engagé tous les moyens de l'État, les moyens de l'État, les moyens privés et tout ça, il se peut que ces moyens-là ne suffisent pas. Donc l'armée en ce moment est appelée donc, à venir en renfort pour donc, aider ponctuellement les autorités civiles donc, à gérer la situation. Et après, donc, l'armée retourne donc, dans les casernes. Alors, on note également, colonel, que généralement, en cas de catastrophe, comme l'exemple du 1er septembre 2009, où on a vu les secours se sont organisés un peu pêle-mêle, les secours ont mis du temps à se mettre en place et on a vu qu'il y avait des volontaires qui ont pris en main les choses. Il y a eu également des politiques qui se sont lancés dans la danse, à côté bien sûr de la Croix-Rouge, des sapeurs-pompiers. C'était un peu, je vais dire, tiré de partout. Comment vous pensez mener la coordination de toutes ces actions-là en cas de catastrophe? Justement, les plans que nous mettons en place sont destinés justement à assurer une meilleure coordination. Une meilleure coordination et une meilleure mobilisation de l'ensemble des moyens du pays lorsque vraiment on a un événement qui l'exige. Effectivement, vous parlez de septembre 2009 avec les inondations que nous avons connues. Justement, je peux d'ailleurs rappeler que les sapeurs-pompiers étaient les premiers sur le terrain, ce qui est tout à fait normal, mais avec donc le soutien de l'armée qui rapidement est arrivé avec du personnel et puis des gros moyens. Et donc, ça a pu permettre donc, de juguler un peu la situation. Donc, la coordination donc, se fait donc, à travers des plans bien précis qui fixent les rôles des différents intervenants. Donc, en matière de gestion de catastrophes, vous savez qu'il y a précisément 3 phases chronologiques. Il y a la prévention, la prévision, l'intervention et la gestion post-crise.
Et en général, il ne faut pas attendre aussi que l'événement arrive. Il faut faire d'abord de la prévention, faire de la prévision. Les plans que nous mettons en place entrent bien donc dans ce cadre-là, de façon à prévenir et à prévoir donc ces événements-là. Et de même que l'exercice que nous faisons aussi, c'est de la prévision, de façon à ce que chaque acteur puisse jouer son rôle et comme ça être plus efficace lorsque l'événement arrivera. Et finalement, quels sont les résultats que vous voudriez atteindre à travers cette manœuvre-là? Oui, premièrement, nous voulons d'abord tester les plans. Quand on met en place des plans, il faut s'assurer qu'ils fonctionnent bien. Donc le fait donc de faire un exercice permet d'abord donc de tester les plans et de voir leur efficacité. Éventuellement, ça peut nous amener donc à les corriger, à les améliorer, à les amender. Et deuxièmement aussi, l'exercice a pour but, en tout cas, de renforcer les capacités des acteurs, des intervenants, de leur permettre de jouer leur rôle, même si c'est en salle. Et néanmoins, ça leur permet de réfléchir et de pouvoir répondre efficacement lorsque justement un événement de ce genre-là arrivera. Merci mon colonel, merci donc d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette manœuvre-là, sur la réponse, un exercice de réponse aux catastrophes au Burkina Faso. Merci de nous avoir entretenus de ce sujet. C'est moi qui vous remercie. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. On parlait de la fièvre Ebola qui est désormais une question d'urgence qui mobilise dans la sous-région. Une rencontre des ministres de la Santé a eu lieu à Accra sur la question et la représentante de l'OMS fait le point de la réunion au ministre de la Santé du Burkina Faso. Il ressort des échanges que chaque pays devrait travailler à mobiliser les communautés, les leaders religieux et politiques sur l'information et la compréhension de l'épidémie à virus Ebola en vue d'aider à endiguer la propagation de la maladie. Yolande Lompo. L'ampleur actuelle de l'épidémie à virus Ebola n'a jamais été atteinte, avec près de 800 cas et plus de 500 décès en Guinée, Sierra Leone et Libéria, estime l'Organisation mondiale de la santé. Ce 11 juillet 2014, la représentante de l'OMS est allée rendre compte au ministre de la Santé et à ses collaborateurs de la réunion d'urgence qui a eu lieu au Ghana les 2 et 3 juillet derniers. Une rencontre au cours de laquelle partenaires de l'OMS, pays affectés et pays limitrophes se sont accordés sur une stratégie commune en vue d'accélérer la riposte à l'épidémie à virus Ebola. Et les pays de l'Afrique de l'Ouest devront intensifier leurs activités de surveillance. Le risque n'est pas zéro. Et c'est pour ça que le ministère de la Santé a pris des actions, notamment à élaborer un plan de préparation et de réponse. Et l'OMS a aidé à avoir des kits de protection qui sont prépositionnés. Et on travaille ensemble pour avoir le minimum de matériel nécessaire et pour partager les informations. Fièvre hémorragique foudroyante, elle a été découverte pour la première fois en République démocratique du Congo en 1976. Et avant mars 2014, le virus n'avait jamais été détecté en Afrique de l'Ouest. Il en existerait 5 espèces et c'est la plus dangereuse qui sévit actuellement. Aujourd'hui, pourquoi c'est en Afrique de l'Ouest? Il y a des études qui sont en cours pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça a pu arriver ici. Il y a des hypothèses qui ne sont pas encore confirmées. Une d'elles, c'est à cause de la migration des chauves-souris. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement curatif et l'évolution est fatale dans les 90% des cas. Aussi, des fonds seront-ils mobilisés pour lancer une campagne concertée contre la vague d'Ebola. Et jusqu'à où l'implication des leaders d'opinion, des hauts bassins dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso, ce sont les acteurs de cette lutte qui posent la question en vue d'interpeller les responsables religieux et coutumiers et politiques sur leur rôle et leur place dans ce combat. Amadou Lougué. Contrôle de la fièvre, prise et analyse rapide de sang. En moins de 15 minutes, ces 2 frères sont déclarés positifs au test du paludisme. Faire 2 traits, c'est positif. Ce qui prouve qu'effectivement c'est un paludisme. À l'image de ces 2 enfants, ils sont des milliers à être victimes de cette maladie qui, selon l'OMS,
tue un enfant toutes les 45 secondes. Et cet atelier de Bobo Dioulasso plaide en faveur de l'implication des leaders d'opinion dans la lutte contre le paludisme. Il faut dire que la lutte contre le paludisme, c'est une lutte pluridisciplinaire et multisectorielle. Et nous souhaitons vivement l'implication des autorités coutumières, religieuses, paramilitaires, militaires et tous ceux qui peuvent accompagner le programme national de lutte contre le paludisme à ventiler, à véhiculer les bons messages. Le but de ce programme, réduire le nombre de décès liés au paludisme avec un accent particulier mis sur les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. La région des Hauts-Bassins, à l'instar des autres régions du Burkina, subit l'influence négative de cette maladie-là. Et c'est en ce sens que le paludisme constitue la première cause de consultation dans nos formations sanitaires, dans l'ordre de 60% environ. Et le paludisme constitue aussi la première cause de décès, de l'ordre d'environ 40% dans nos formations sanitaires. Après la prévention du VIH, la promotion de la planification familiale, la lutte contre l'excision, la lutte contre le paludisme est un nouveau volet que nous mettons en œuvre en collaboration ici avec JPAEGO pour le programme IMC, Improving Care Malaria. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres de plaidoyer, des rencontres qui doivent concerner 4 régions sanitaires du Burkina Faso. On prend à présent les nouvelles de la campagne agricole au nord, une campagne qui s'installe difficilement, nous dit-on, à cause de Dame Nature qui ne fait pas preuve de générosité dans toutes les localités. Constat sur place avec Adama Ouedraogo. La province du Yatenga connaît un début difficile de campagne agricole. Une tournée dans quelques localités permet de confirmer cette assertion. Ici, nous sommes à Tiou, localité située à une trentaine de kilomètres de Wayuguya. Si certains mettent les semis en terre, d'autres par contre continuent de labourer. Cette situation est due à l'arrivée tardive et irrégulière de la pluie. Somyaga, autre localité, même réalité. Mais les techniciens de l'agriculture rassurent. On ne peut pas s'alarmer parce que c'est les pluies de petite quantité que nous avons enregistrées jusque-là. Et jusqu'au 15 juillet, même au-delà, il y a des semis qui peuvent se réaliser et puis on va espérer une récolte. Donc nous sommes vraiment dans la fourchette, dans cette zone. Dans cette partie du Burkina, où les pluies sont de plus en plus rares, il est impératif d'adopter de nouvelles techniques agricoles. Et l'usage serait la solution adéquate pour les paysans. C'est une technique qui consiste à faire des trous d'une profondeur de 20 à 25 cm de profondeur avec des espacements suivant la spéculation qu'on veut faire. Par exemple, le sorgho, on le fait à 0,80 sur 0,40. Donc sur les lignes, on a 0,40 et entre les lignes, on a 0,80, ce qui permet de vraiment rassurer la production et retenir suffisamment l'eau dans les poquets et conserver cette humidité. Là, nous sommes à Kao dans le champ de Mahamadi Sawadogo. Autre localité, autre réalité. Le mil présente une bonne physionomie du fait de la variété des semis et surtout la bonne application de la technique du Zaï. Quant à moi, le début de la saison est bon. C'est vrai que les pluies sont rares, mais avec la technique du Zaï, on arrive à s'en sortir. Nous demandons aux autorités de nous apporter des semis de cycle court et de l'engrais. Là, nous pourrons avoir de bonnes récoltes. Pour cette campagne agricole, la pluviométrie dans la province du Yatenga sera plus ou moins à la hauteur des attentes des populations. Pour cette campagne, en tout cas, les prévisions sont soit une situation normale à une situation déficitaire. Donc nous demandons, nous exerçons nos producteurs à vraiment utiliser les itinéraires techniques et observer l'entretien des cultures à temps. En attendant, la situation n'est pas critique, même si à la première décade du mois de juillet, les pluies se font toujours attendre. Et pour le moment, tous implorent la clémence et la générosité de Dame Pluie pour une bonne campagne agricole.
Et pour terminer, la promotion en 2014 de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive compte 160 compétences au service de l'administration burkinabé. La cérémonie solennelle de sortie, c'était hier vendredi, le compte rendu avec Lassina Savadougou. Ils ont pour nom Pascal Kafando, Alma Messidibé, Gibrila Savadogo, Geneviève Aïkabré, Yakuba Ouedrago, Kudga Germain, Orono Ovono Martial. Ils sont les majors de la cuvée 2014 de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive. Ils sont au total 160 à bénéficier d'un bon de sortie au profit des ministères de la promotion de la femme, de la jeunesse et de la formation professionnelle, et enfin celui des sports et loisirs. Une promotion dont le nom de baptême est Nelson Mandela Roli Lala, homme de paix, de travail et de pardon. Et je pense que c'est l'administration burkinabé aussi qui gagne aujourd'hui. Et il y a 3 ministères, le ministère de la promotion de la femme, la jeunesse et le sport. Donc c'est dire que ces jeunes-là vont venir et aussi jouer leur partition dans le monde de notre administration. Et comme vous le savez, c'est des jeunes qu'il faut aussi conseiller avant qu'ils ne prennent fonction. Et je crois qu'ils ont compris que au niveau de notre administration, c'est beaucoup de travail, et beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérieux, afin que nous construisons ensemble notre pays. Le parrain de la promotion a pour nom Kulga Sylvestre Sam, directeur général des douanes, qui n'a pas manqué de les exhorter au travail et au sens du sacrifice. Qu'ils soient des fonctionnaires exemplaires et que, effectivement, l'exemple du modèle qui les ont inspirés puisse vraiment les permettre d'aller de l'avant. L'INJEPS, Institut désormais international, accueille en son sein des Gabonais et des Tchadiens. Je suis un stagiaire gabonais. Je ne viens pas de moi-même. C'est l'État gabonais qui m'a fait confiance en m'envoyant en stage ici au Burkina Faso et particulièrement à l'INJEPS. Lorsque la situation arrive comme ça, je ne peux qu'être réjoui en pensant à mon pays. Des étudiants heureux d'avoir enfin le quitus pour être des acteurs du développement. C'est une journée très solennelle qui va nous séparer et en présence des plus hautes autorités. Et avec tous les conseils qu'on a reçus du parrain, du président de la cérémonie, je crois que nous sommes prêts à affronter les chantiers du développement. Des remises, des cadeaux aux différentes personnalités, une prestation de kung fu et de judo et une plantation d'arbres ont mis fin à la cérémonie et un cadeau de 1 million de francs CFA du ministre des Sports et Loisirs à l'ensemble des étudiants. Voilà, c'est tout pour ce Midi Magazine. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision de Burkina. À demain.